l'émancipation, la pleine reconnaissance des droits citoyens aux juifs. Ça veut dire que d'un seul coup, non seulement les juifs vont pouvoir acheter des immeubles, pratiquer du commerce, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ça veut dire qu'ils pourront être juges, ils pourront être officiers. Et oui. Voilà ce que disait Adam Weishaupt. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étend sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. C'est citer un extrait du journal des publications israéliennes, publication de la Société juive de Philadelphie, 3 août 1855. Je cite, donc c'était Stephen Weiss, le fondateur de l'Union de Congrégation juive américaine, bénébérite, qui dit « La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin. » Donc bon, là, c'est pas un méchant antisémite notoire qui le dit, quoi. Donc c'est clair. Un monstre, ensemencé en 1717, année de la création de la franc-maçonnerie spéculative. Un monstre que l'on appellera le plus grand détroussage de tous les temps. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France. Mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du Premier Consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ça sera simplement leurs intérêts privés. En 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte, non, ça ne suffit pas d'y rappeler la peine de mort. D'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit les mémoires d'un extrême. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires. Et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Au garde à vous devant le laquais des riches. Parce que faut-il le préciser, les vrais maîtres, c'est pas Nono. Hein. Les vrais maîtres, c'est les riches. Les grandes fortunes ont travaillé à ce coup d'État. Alors elles vont se faire à travers lui un beau cadeau. Ce beau cadeau, c'est la Banque de France. Une banque indépendante de l'État qui prêtera à ce dernier avec intérêt. La Banque de France se donne comme une banque au service de la France, mais en fait c'est une banque au service duquel Nono met la France. Créée le 18 janvier 1800 à l'initiative comme au profit des grands financiers qui ont soutenu le coup d'État, comme Perregaux et le couteau de Canteleu, en 1803, elle sera même seule à pouvoir produire du papier-monnaie, et tous les contrefacteurs de papier-monnaie seront à sa demande punis de mort. Il est donc tout à fait normal que Napoléon Bonaparte soit le héros des grands bourgeois. Il est plus exactement leur majordome, leur valet. Il est aberrant que ce soit un héros pour les petits. Parce que tout ce que Nono va faire, soyons clairs, c'est pas pour la France. C'est pour les riches, et même pour les ultra-riches. L'autre truc dont Nono va se vanter, c'est de son code civil promulgué le 21 mars 1804 et qui définit les nouveaux droits et obligations. Initialement nommé Code Napoléon, il n'a de civil que le nom. Il s'agit de remettre au pas un pays qui s'était un peu trop libéré lors des années révolutionnaires, mais pas au pas de la noblesse ou du clergé, au pas de la bourgeoisie. Le Code Nono remplace donc le droit de l'Ancien Régime par une sorte de méritocratie avec liberté d'entreprise et concurrence. Il met en place les conditions qui permettent d'exploiter la propriété foncière et d'utiliser les forces productives industrielles de la nation. La propriété est alors considérée comme une institution directe de la nature. On est très loin de Robespierre et de Saint-Just, aux antipodes du droit à l'existence et aux moyens de la conserver. Le code Nono, c'est la sanctuarisation d'un ordre social au service des grands propriétaires. Et la famille en devient l'assise fondamentale. Le père dispose d'une tutelle absolue sur ses enfants,
et sa femme lui est subordonnée. Le mari domine sa femme et le maître domine ses serviteurs. En cas de litige avec l'employé, la parole du patron vaut preuve. Le maître est cru sur son affirmation.